Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Cette patrie de billes-baudes et d'irreligion. Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau, nous l'avons sous les pieds. C'est plus solide. Et il est vieux comme le diable, leur monde qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire! Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de fidélité. Le chevalier de Charette, discours à ses officiers. Et chers amis, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de Résistance royaliste. Bienvenue dans le dernier petit morceau de Royaume de France, celui que nous portons tous dans nos cœurs, où que nous soyons, il nous accompagne. Les forces de l'occupant nous prouvent encore leur incurie quant aux souffrances du peuple. Chaque jour, elles nous font la démonstration de leur incompétence et de leur cynisme. Alors, nous n'allons pas chercher à être originaux ce soir. L'actualité qui nous concerne tous, c'est la quarantaine. Oui, vous savez ce que dans la novlangue on appelle le confinement. Appelons donc un chat et pas une cafetière, nous sommes en quarantaine. Alors ce soir, je vais recevoir l'un de nos membres qui est infirmier et par souci de sécurité pour lui, nous omettrons toute référence géographique quant à son sujet. Je serai accompagné d'Alexandre, mon cher compagnon d'armes. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, bonsoir à tous. Et de celui qui réside par-delà les mers, Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir à chacun d'entre vous et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Nous aborderons par la suite les chroniques de notre équipe et auparavant, nous tenterons de réfléchir ensemble à la réalité d'une quarantaine dans les quartiers peuplés de Chance pour la France qui ne semblent pas être très concernés par le sujet. Par la suite, nous répondrons aux questions que vous nous avez posées et je crois que nous avons également un conseil de lecture. Alors tout de suite, nous allons souhaiter la bienvenue à Touquette. C'est ton nom de guerre. Ouais, on va dire ça comme ça. Bonsoir à tous. Bonsoir Touquette. Alors Touquette, tu es infirmier. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis infirmier dans une clinique privée qui fait essentiellement de la chirurgie en temps normal. D'accord. Et alors tu es placé dans un contexte particulier, puisque tu me disais que normalement tu ne t'occupes pas de ce type de malade, c'est ça, hein? Bah, habituellement, non, on fait pas du tout de tout ce qui peut être médecine, parce que c'est plus de la médecine, hein, c'est de l'infectiologie, hein. Donc on est une clinique privée qui traitons essentiellement de la chirurgie. Néanmoins, bon, étant donné qu'un plan blanc a été déclenché vendredi dernier, en rapport avec le coronavirus et toutes les mesures qui s'en sont suivies, hein, bien évidemment. Et donc ce plan blanc qui implique, étant donné qu'on est une clinique privée qui est amenée à accueillir des urgences, on est situé entre guillemets «en première ligne». Alors on n'est pas en première ligne dans mon groupe, à l'endroit où j'exerce. On est plus en retrait au niveau des structures qui vont accueillir parce que petite clinique qui traite essentiellement de la chirurgie n'est pas forcément le plus adapté, mais on est amené quand même à soigner des gens qui peuvent être suspectés d'être atteints du coronavirus parce que, bah, mine de rien, les gens continuent de vivre un petit peu quand même, hein, entre ceux qui font des travaux, qui se blessent et autres, qui ont besoin de chirurgie traumatologique, par exemple, hein, qui se cassent une cheville, bah, ils ont quand même besoin d'être soignés, tous ces gens-là. Et ça implique beaucoup de changements, nous, dans notre organisation, afin de prévoir des circuits différents pour les personnes qui sont sûres pas atteintes entre guillemets, hein. On n'est jamais sûr qu'une personne n'est pas atteinte, mais des gens qui ne présentent aucun symptôme, qui peuvent passer vers un circuit plus propre des gens qui présenteraient des symptômes qui pourraient évoquer le coronavirus. D'accord. Et à titre préparatoire, tu as reçu
des directives particulières quant Alors, au traitement, etc. bah, par rapport au traitement, pour l'instant, c'est pas il y a Non, des études quand je dis vraisemblablement en cours. traitement, enfin l'accueil des malades, etc. C'est de ça Bah, dont je parle. on a sur ma clinique, on a différencié plusieurs circuits, hein, donc vous êtes d'abord, une infirmière qui fait un 1er tri pour, en fonction de si vous développez certains symptômes qui sont évocateurs du coronavirus ou non et vous êtes orienté vers un secteur donc qui est soit plus propre, soit plus dédié aux gens qui présentent des symptômes évocateurs du coronavirus. Hem, est-ce que alors on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, et cetera. Alors non pas que je sois un grand amateur de réseaux sociaux, ni ni Alexandre et Raphaël, je pense. Mais il y a des rumeurs quant au triage particulier qu'il y aurait à faire sur les malades, et cetera. Est-ce que toi, chez toi, il y a ce genre de choses et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Moi, on a régulièrement des informations de notre hiérarchie, hein, qui nous informent quand même assez quotidiennement, je dirais comme ils peuvent aussi un petit peu, hein. Je pense que les directives sont pas toujours très claires de la part du gouvernement, que ça y va encore quand même pas mal à tâtons, c'est le sentiment que j'en ai. Heu, j'ai aussi le sentiment qu'on n'est pas forcément bien équipé pour affronter cette vague. Maintenant, bon, bah, seul l'avenir nous le dira, hein, il y a quand même eu un gros changement, hein, sincèrement entre, il y a 15 jours et je vais pas le mentir, hein, moi aussi je rigolais en partie, face au coronavirus, mais c'est vrai que, bah, de voir quand même tout ce plan qui se déclenche et compagnie, et puis de savoir que, bah, nous, on n'est pas forcément équipés pour et qu'on risque d'être amenés à faire de la médecine en chirurgie, quoi. C'est compliqué, quoi. Si vous le permettez, j'aurais une question pour Touquet. Vas-y Raphaël, vas-y. Alors, c'est juste une question toute simple. En fait, j'aimerais savoir quelle est la marge d'intervention de l'État dans le système de santé privé en temps de crise. Parce que, d'une façon générale, j'imagine que du fait qu'il soit privé, il y a un fonctionnement indépendant. Enfin, vous avez votre hiérarchie, vous avez votre organisation. Est-ce qu'en temps de crise, il y a vraiment un interventionnisme de l'État qui réquisitionne, qui se permet de prendre la main, on va dire, sur vos services? Ah oui, non, mais l'ensemble de la profession des professions médicales actuellement sont réquisitionnées en France, hein. C'est une profession qui, en fait, pour exercer en tant qu'infirmier en France, tu as un diplôme d'État, en fait, que tu exerces dans le privé et dans le public et à partir du moment où même les intérimaires sont réquisitionnés à l'heure actuelle, c'est plus on leur laisse plus le choix, tu as envie, tu as pas envie, non, il y a réquisition à l'heure actuelle, quoi. C'est comme l'a dit Macron, même si bon, ça fait rire beaucoup, c'est quand même entre guillemets «la guerre», mais enfin, ça fait rire, on est d'accord qu'on est loin des fusils, des tranchées, ou autres, hein, on est loin de tout ça, c'est une autre forme de guerre. Toutes les professions médicales sont mobilisées, ambulanciers, même les taxis qui ont des conventions sanitaires avec la sécu sont mobilisés pour, intervenir auprès des patients, quoi. On parlait des masques, tu nous disais tout à l'heure que donc c'était 5 millions de masques de déficit, c'est ça? Alors non, pas tout à fait. On a vendu 5 000 en fait au tout début de la Ah oui. crise en Chine et on vient d'en retrouver un certain nombre. Alors les chiffres oscillent entre 1 et 2 millions que nous aurait vendus pour une partie et donné pour une autre partie la Chine, effectivement. Alors, en plus de ça, on a eu la porte-parole du gouvernement, Sibeth, je ne sais plus trop comment, qui nous expliquait que de toute façon, les masques, ça ne servait à rien parce qu'on ne saurait pas s'en servir. Alors, d'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de poser à Touquet. Est-ce que c'est compliqué de se servir des masques? Bah, oui et non, il y a des règles à respecter. Après, c'est sûr que si elles sont pas expliquées, forcément, on les utilise pas comme il faut. Après, le masque, il est essentiellement indispensable quand vous êtes infecté pour éviter d'infecter les autres, quoi. Que bah, vous avez dû entendre dans la presse et autres que c'était, une transmission gouttelette. Donc, en fait, gouttelette, le type d'isolement qui est mis en place, un isolement qui est quand même, enfin, c'est au niveau des EPI, des équipements de protection individuelle, que doivent mettre en place les personnels soignants, c'est quand même assez contraignant, hein. Faut un masque, FFP2, pour entrer dans la chambre au contact du patient, hein, des lunettes, une charlotte, une surblouse, des gants. Tout ce qui rentre dans la chambre ne peut pas en ressortir comme ça, ça demande beaucoup de contraintes, en fait, au niveau des prises en charge, puis beaucoup de matériel parce que, en fait, dès que vous touchez un masque, vous pouvez pas le réutiliser derrière normalement. Un masque, ça peut durer entre 3 et 4 heures, mais dès que vous rentrez dans la chambre d'un patient, c'est pas forcément le même masque que vous allez avoir. Donc des masques, il en faut beaucoup, en fait, hein. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup et de types différents, aussi bien des masques chirurgicaux que des masques FFP2 et il y a aussi j'ai aussi beaucoup entendu parler de
c'est des masques en tissu. Oui, pourquoi pas pour éviter de contaminer les autres, mais pas penser que ça va vous protéger absolument. C'est surtout quelque chose qui va faire barrière sur une personne qui est porteuse du coronavirus. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu, parce que tout à l'heure tu évoquais le fait qu'au début ça te faisait un petit peu sourire, cette histoire de corona et je me demande si on n'est pas tous un peu pareils. C'est-à-dire que, à la base, c'est juste une grosse grippe. Maintenant, c'est une pandémie, avec des taux de mortalité élevés et cetera. Enfin, heu, est-ce que vous, de votre point de vue, de personnel soignant, est-ce que vous vous sentez réellement, en danger immédiat? Heu, tu vois? Quel est l'état d'esprit que vous pouvez avoir? Bah, écoute, vu qu'on a un accueil d'urgence, on a déjà suivi les recommandations comme c'était préconisé par l'ARS, hein, ça a commencé à être mis en place tout ça. Donc au début, bah, ça nous faisait sourire, hein, c'était une petite liste, hein, qui avait provenance de: «Est-ce que vous avez séjourné dans les il fallait demander aux gens s'ils avaient séjourné dans ces pays-là et dans ces cas-là, on les isolait, quoi. On a eu D'accord. quelques personnes qui sont revenues de ces pays-là ou qui ont été en contact rapproché avec des personnes qui en revenaient très récemment. Heu, voilà, moi j'ai des collègues actuellement qui vraisemblablement, ont des symptômes du coronavirus, hein, qui sont en arrêt. Donc Ouais. oui, vraisemblablement, ouais, c'est vraisemblablement une grosse grippe. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est une grosse grippe qui est, vraisemblablement aussi très agressive, qui nécessite des soins importants. Et le problème qui se pose, c'est la quantité de respirateurs qu'on aura à terme, si le pic, arrive vraiment. Pour l'instant, le pic, nous, à la base, on nous l'avait annoncé pour jeudi. Maintenant, on est plus sur du dimanche prochain. On verra, pour l'instant, on est un petit peu dans un «vaste flou» entre guillemets, dans le sens où, heu, moi personnellement, ma région, heu, n'est pas encore, trop impactée. Je sais que le CH, un gros CHR qui est à proximité, n'est pas saturé pour le moment, que ça c'est encore géré, que, ça se passe bien pour le moment dans ma région. Non, c'est pas le cas de toutes les régions. J'ai une collègue qui a sa sœur qui est infirmière en Alsace, là-bas, et oui, ils comptent les respirateurs. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit, les activités à côté s'arrêtent pas pour autant, quoi. Il y a des gens qui continuent d'avoir besoin de greffes de cœur, par exemple, des gens qui continuent d'avoir besoin des soins en réanimation aussi et qui sont pas des porteurs du Covid, et on peut pas les mélanger, en fait. Et ce qui fait que, bah, comme, Ouais. il y a beaucoup de respirateurs qui sont monopolisés pour des Covid dans cette région-là, bah, ça engendre un gros taux de mortalité aussi, et qui est pas dû qu'au coronavirus. D'où l'intérêt quand même de ce confinement et d'éviter qu'il se répande dans la population pour éviter de venir saturer les services de réanimation, qui peuvent encore travailler propre, quoi. Alors c'est les cas de comorbidité, c'est ça dont tu parles? Bah, la comorbidité, c'est plus, tu peux très bien, ouais, la comorbidité, ouais, c'est tout ce qui va être, les facteurs pouvant, générer un décès, en fait. Heu, donc par exemple, d'être polypathologique, tu augmentes ta comorbidité, si tu chopes le coronavirus en plus. Donc c'est pour Ouais. ça que les personnes les plus âgées, bah, sont les plus difficilement soignables, en fait, parce qu'elles ont plus de chances d'y passer et plus rapidement, en fait. Alors, à ce propos sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu passer des choses parce que je maintiens un peu une sorte de veille pour voir un peu, pour prendre une sorte de température, de ce qui se dit. Il se dit il se dit, en général beaucoup de bêtises. Mais là, j'ai vu passer un document quant au triage. A priori, il y aurait des morts acceptables et des morts inacceptables et parmi les inacceptables, ce sont donc toutes les victimes potentielles qui sont, relativement jeunes et cetera et il y aurait ce document qui circule comme a priori, il chercherait à prioriser les victimes potentielles inacceptables vis-à-vis des gens qui auraient plus de 70-75 ans qui eux, seraient traités à domicile et non plus reçus en hôpital. Est-ce que ça tu as vu passer ce truc-là? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on est, vu que Macron a annoncé que c'était la guerre, est-ce qu'on est en train de faire un triage, comme, dans les cas de médecine de guerre? C'est possible ça? Ou c'est Bah, des bêtises? je pense qu'à terme, oui, c'est possible, à choisir entre une personne de 40 ans et une personne de 70 ans qui est polypathologique et plus sur la fin de sa vie. Bah, je pense que la médecine privilégie forcément la personne de 40 ans si elle a pas, enfin, ouais, dans tous les cas, elle va privilégier la personne la plus jeune qui a le plus de chance. Après, si c'est une personne de 40 ans qui est déjà polypathologique
et que dans le même temps se présente une personne de 70 ans qui a pas un seul antécédent, c'est encore autre chose. Je sais pas comment réagirait la médecine. Personnellement, je sais pas, je suis pas dans des conseils de décision pour ces choses-là. Je suis infirmier, je suis pas médecin et ça, c'est plus des décisions qui reviennent aux Ouais, médecins. c'est ça. C'est-à-dire que toi, en Et tant qu'infirmier, tu fais pas du triage, quoi. on fait une certaine forme de premier tri dans le sens où, on fait de l'orientation quand les personnes arrivent aux urgences. Heu, Bien évidemment qu'une personne qui arrive aux urgences en détresse respiratoire va passer devant une personne qui arrive aux urgences et qui simplement a une fièvre à 38. C'est du bon sens, c'est logique. Ouais. Bon, actuellement quand même avec la peur ambiante, les gens ont quand même beaucoup moins tendance à venir aux urgences et j'ai envie de dire tant mieux. Là, actuellement, on traite vraiment que les cas qui sont nécessaires. D'accord. Alexandre ou Raphaël, vous avez des questions peut-être à poser? J'aurais juste une question à poser à l'ensemble en fait des participants de l'émission, de savoir si jusqu'à présent vous connaissez des gens qui sont atteints du coronavirus ou pas. Puisque moi jusqu'à présent ça me paraissait quelque chose d'assez lointain. Je connaissais personne qui en était atteint, ni même quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était atteint. Et récemment j'ai contacté mon père qui vit dans le sud de la France et il m'a annoncé que plusieurs personnes âgées que nous connaissions étaient décédées du coronavirus, qu'il connaissait, lui, quelqu'un qui avait plusieurs personnes qui avaient la cinquantaine qui l'avaient, dont une personne qui est actuellement dans le coma. Donc, je voulais juste faire un petit tour de table, savoir un peu si c'était quelque chose qui commençait à toucher un peu, on va dire tout le monde, c'est-à-dire que chacun commençait à connaître quelqu'un qui l'avait ou qui connaissait, enfin, ou ça restait quelque chose d'assez étranger à la plupart d'entre nous. Ben, c'est-à-dire que nous, au Cercle Échu, on n'a pas qui s'est déclaré, donc on va garder l'anonymat évidemment sur le nom de cette personne, mais on a peut-être déjà un cas qui s'est déclaré au Cercle. Après, dans ma vie personnelle, si j'ai 2 amis là qui viennent d'avoir une forte fièvre, mais bon, ça peut être une grippe, ça peut être ils ont appelé le SAMU et pour l'instant, on leur a dit tant que ça reste au niveau de la fièvre, c'est pas la peine de vous déplacer. Donc, peut-être qu'ils ont le coronavirus, mais ils rentreront pas dans les stats, ou peut-être qu'ils l'ont pas. Non, moi, de mon côté, hormis, oui, effectivement, une personne, alors je ne sais pas si on parle de la même d'ailleurs, Alexandre, mais qui un soir nous a dit qu'il était vraiment pas bien. Mais sinon, oui, effectivement, moi, en perso, j'ai personne d'atteint, en tout cas, que je sache. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Touquet, par rapport à nos auditeurs? Toi, en tant qu'infirmier, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quel serait ton message? Bah, déjà de bien respecter les règles d'hygiène, hein, ça me paraît primordial, hein. Bien vous laver les mains, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez trouver toutes les recommandations pour un lavage des mains efficace facilement sur internet, hein. Ouais. C'est C'est-à-dire qu'il y a vraiment une quelque chose méthode d'important. particulière. Ouais. Un lavage des mains, c'est censé durer 30 secondes, faut insister sur toutes les zones. Souvent, il y a des zones qu'on a tendance à oublier quand on se lave les mains. Mhm. Je vais te dire que si on est expert vraiment en quelque chose en tant qu'infirmier, dans les hôpitaux, les cliniques, c'est bien le lavage des mains, c'est un des trucs qu'on pratique le plus toute la journée, hein. Ouais, tu me disais sous les ongles, aller chercher sous les ongles, Ouais, etc. bien insister sur toutes les zones, mais l'idéal, c'est de taper fiches techniques, lavage des mains sur internet, vous regardez des fiches, vous allez aussi tomber sur des vidéos ou autres, Mm. pour ceux qui savent pas forcément comment bien s'y prendre. Pareil, je voudrais aussi rappeler que d'une solution hydroalcoolique, ça s'essuie pas si on en a trop. En fait, on frotte jusqu'à ce que ce soit complètement sec, donc faut pas non plus en mettre trop. Petite noisette dans le creux de la main, c'est largement suffisant, hein. 1 ou 2 millilitres, même pas, quoi. Ça suffit D'accord. pour bien l'utiliser, quoi. Pas besoin de s'asperger les mains avec, hein. Ça perd en efficacité dans ces cas-là. Après quand vous sortez, bah, bien sûr, limitez les contacts, avec les autres, tenez-vous un petit peu à distance, hein, ça coûte rien, quoi. Évitez de sortir inutilement. Oui, Pour alors l'instant, on est ça, en c'est. confinement, c'est des recommandations, ouais, moi, c'est ce que j'aurais à vous dire. Mm. Prémunissez-vous, je dirais aussi, c'est pas le moment forcément de se blesser non plus, quoi, hein. Si vous êtes confiné, que vous vous dites: «Tiens, je vais sortir la scie sauteuse», bah, si vous la sortez, faites bien attention à ce que vous faites, quoi, faites-le de manière réfléchie, pensez bien à ce que vous allez faire et effectuer et de manière à ne pas vous blesser. C'est pas le moment quand même de traîner dans les hôpitaux. D'accord, alors tu insistais
sur le fait de respecter la quarantaine et de ne pas se déplacer. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement ces multiples vidéos où on voit nos chances pour la France n'en avoir que faire en fait de tout cela. D'ailleurs, quelque part, ce n'a rien d'étonnant puisque ces gens n'ont que faire de notre pays et de ce que nous sommes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus, Alexandre et Raphaël? On a tendance à se dire que ces gens, c'est par mépris pour nous, et qu'ils agissent de la sorte, mais d'une certaine manière, ces gens, ils ont aussi du mépris pour eux-mêmes. J'en suis sûr qu'ils sont dans une forme d'insouciance pour leur propre état. C'est pas une volonté de nuire spécialement. Je pense que d'une façon générale, ils s'inquiètent pas plus que ça du virus. Il y a encore beaucoup de gens qui ne s'inquiètent pas plus que ça, en fait, du virus, et qui, du coup, ne voient pas très bien, d'une part, la nécessité des règles de confinement, mais aussi qui voient pas très bien dans la durée, en fait, qui ont du mal à comprendre vers quoi on s'engage. Et je voulais justement poser la question à notre ami Touquet, Touquet, Ouais. comment il voit ça sur le long terme? Parce que, est-ce que ça lui paraît quelque chose alors, je ne sais pas si les plus anciens d'entre nous sur le cercle ont déjà eu affaire à ce genre de confinement. Je ne sais pas si c'est une première depuis très très longtemps. Mais comment est-ce que vous voyez ça sur le long terme? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir mettre un terme au confinement, même si c'est pas encore prêt d'un point de vue sanitaire. Et est-ce que du coup, le confinement qu'il y a eu jusqu'à maintenant aura vraiment servi à quelque chose? Il y a des médecins qui sont pour le confinement, d'autres qui ne le sont pas. Il n'y a pas de consensus, je pense, encore scientifique total vis-à-vis de la manière de prendre en charge le coronavirus. Je dirais aux grands mots les grands remèdes, mieux vaut appliquer des mesures drastiques, ne serait-ce que temporairement. Donc, moi, après, simplement, je dirais que historiquement, les 2 dernières immenses crises sanitaires que la France a pu connaître, et je parle bien d'immenses crises sanitaires, c'est la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale et la Grande Peste à Marseille au tout début du XVIIIe siècle. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente émission de Gallia, Notre Histoire de France, dessus, qu'il a chargé sur la chaîne Fréquence. Et en fait, c'est intéressant parce que quelles décisions ont été prises à ces moments-là? C'est souvent la question de la quarantaine. Bon, pour celui de la grippe espagnole, en fait, cette quarantaine, elle a très vite été dépassée parce qu'on l'a pas vu venir suffisamment, parce qu'elle a été très forte, très vite. Pour ce qui est en revanche de la peste, de la grande peste à Marseille, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais 1720, il me semble, c'est Marseille et tout le pays marseillais, c'est-à-dire toute la zone autour de Marseille, qui a été placée en quarantaine. Donc on n'empêchait pas nécessairement les gens de sortir de leur maison. Mais en revanche, il y avait un cordon sanitaire créé par l'armée royale, pour empêcher justement, et ça a été ça d'ailleurs de la part à ce moment-là, puisque Philippe d'Orléans, je crois, puisque du coup ça a permis à la peste de ne pas se propager au reste du pays, ce qui là aurait été dramatique. Je veux dire, Marseille a été brisée par cette grande peste du 18e, et le pays aurait pu l'être également brisé. Et c'était une période où justement il ne fallait absolument pas l'être, parce qu'une période de régence, minorité de Louis XV, gros problème à la suite de la mort de Louis XIV, c'est une période où on avait besoin de stabilité. Et avec cet effort, on a pu enrayer l'épidémie. Bon, quand on compare la peste au coronavirus, bon, il y a peut-être... Peut-être qu'en termes de diffusion, c'est un peu différent, la peste. Ça se propage pas de la même façon que le corona, peut-être, puisque c'est les rats, etc. Très bien. Si je peux me permettre une petite intervention pour revenir sur le cas des jeunes de banlieue. Oui. Moi, je pense que ça démontre un problème de... bon, bien sûr, il y a plein de problèmes qui sont illustrés par ce fait divers, mais ça démontre un problème, selon moi, de l'ancrage de l'État au niveau local et même, je dirais, au niveau micro-local. C'est-à-dire que, vous imaginez si, par exemple, on avait un système où dans chaque quartier, mettons, il y aurait eu, dans chaque quartier, grand quartier, enfin, il y aurait eu un noble, on dirait, un responsable de l'État, mais qui serait non pas un tel fonctionnaire, mais quelqu'un ancré dans son espace de vie, et qui aurait pu être des relais, on va dire, de l'État. Dans une situation de crise, ça permettrait une organisation décuplée, on va dire,
de, de l'adaptation de la population, de la mobilisation de la population, de la sensibilisation de la population à ce qu'il faut faire, à comment réagir. Alors que là, on se retrouve finalement avec des gens qui arrivent dans des espaces complètement étrangers par rapport à eux. Je parle par exemple des policiers. Quand vous avez des policiers qui arrivent dans un quartier, ils sont pas connus des gens du quartier. C'est pas des gens qui ils passent mais ils restent pas. Ils sont pas là en permanence et du coup c'est très très compliqué pour eux d'arriver et d'imposer on va dire des directives, des recommandations. Et je parle pas seulement pour le cas des jeunes délinquants de banlieue. Je pense à tous les niveaux de la société. Ouais, ceux qui ont connu la police de proximité pourraient même en parler, parce que moi j'ai fait mon service dans la police nationale et il y avait des îlotiers. Et ce que tu dis en fait résonne pas mal, puisque les îlotiers étaient connus dans les quartiers. Alors, le problème était peut-être différent à cette époque, mais c'est une piste, effectivement. Alexandre, qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, j'en dis qu'on a dépassé ce problème, hein. Objectivement, là, le problème qu'on retrouve, mais pas seulement dans les cités, mais aussi dans les quartiers. On a vu à Paris, dans le quartier, je ne sais plus comment s'appelle ce quartier, Mont-d'Or ou Montrouge, je crois, Ouais, où on a vu Montrouge. que, voilà, qui est pas une cité à l'extérieur de Paris, donc qui est un quartier au C'est une centre de cité Paris. dans Paris. Voilà, c'est une cité dans Paris. On a vu que tout le monde était de sortie et que tout le monde, pardon d'utiliser ce terme-là, mais tout le monde s'en battait les couilles. Et pour une raison finalement extrêmement simple, c'est-à-dire face à des gens qui n'ont pas ce réflexe de civilité, en fait. Ils ont un réflexe collectif très fort. Genre, ces gens viennent de pays qui ont un réflexe beaucoup moins individualiste que nous et beaucoup plus collectif. Mais ils n'ont pas ce réflexe de civilité, en revanche. Et ils n'ont pas cette discipline vis-à-vis de ce que l'État peut leur ordonner. Il y a chez eux une espèce de hiérarchie entre ce que l'État ordonne vraiment avec un fusil et ce que l'État n'ordonne pas vraiment. Et le problème, c'est que là, on voit en même temps l'incapacité totale de l'État, ne serait-ce qu'à faire respecter une quarantaine. C'est ça déjà qui est extraordinaire. Mais dans notre vie quotidienne, on voit déjà l'incapacité de l'État à faire respecter l'obligation de sécurité pour un certain nombre de ses concitoyens. Mais là, on voit qu'il n'est même pas capable de faire respecter la quarantaine. Il n'y a plus personne dans les rues et les effectifs de police n'arrivent même pas à être redistribués correctement pour justement obliger les quartiers où on sait que ça va être beaucoup plus difficile que dans d'autres endroits à faire respecter cette quarantaine. J'ajouterais qu'en plus, le chef de la communication du gouvernement qui nous explique que tout ça c'est du racisme parce qu'elle savait très bien qu'à un moment ça allait arriver, que tout ça allait être des excuses pour encore un peu plus de racisme. Alors que non, à un moment, il faut quand même dire les choses. Voilà, moi j'habite dans un petit village, il y a une très très grande majorité de blancs, on va dire ça comme ça. Genre personne ne sort. Je sais que dans les quartiers dans lesquels j'ai vécu à Marseille, tout le monde est dehors. Donc à un moment, il y a un problème de rapport à l'État, de rapport à la compréhension de ce qu'est la discipline, civilité, etc., qui est dramatique. Et on le voit encore aujourd'hui j'arrive même pas à le comprendre en fait. Comment on peut en arriver à discuter alors est-ce que la police de proximité pourrait avoir de meilleurs résultats? Très honnêtement, j'en doute beaucoup. Oui, peut-être que la police de proximité était une bonne chose, mais là, si on a besoin de traiter ces gens comme des enfants de 4 ans et demi, c'est qu'il y a un problème quand même. À un moment, des adultes qui ont en tout temps, s'il y a besoin qu'il y ait un type qui vienne les prendre par la main pour leur dire oui, écoutez, il y a un petit problème de confinement, ce serait bien de rester chez vous, c'est quand même dramatique. C'est qu'on ne peut rien faire avec ce matériel humain. Non, c'est certain. De la même manière qu'ils n'ont que faire de ce qu'est la France, ils sont dans leur continuité quelque part. On est d'accord? En plus, ce qui est amusant, c'est que là, on voit du coup qu'un certain nombre de gens qui ont la double nationalité ont choisi de rentrer dans le pays qui est leur pays d'origine, en fait, qui serait peut-être moins atteint par le coronavirus. Alors, il faut faire une différence entre la réalité et les chiffres qui sont donnés par ces pays aussi, hein. Donc, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, où ils se sentiraient plus protégés là-bas, alors que le reste du temps, on nous explique que ces Français sont des Français à 100%. Finalement, on se rend compte que finalement, ils le sont qu'à 50% et encore. Donc, c'est tout ça. Enfin, c'est toujours une période de crise de toute façon qu'on nous révèle toutes les failles d'une société.
Et plus cette crise-là va durer, plus on va pouvoir se rendre compte des failles de la société dans laquelle on vit. Et là, il y a déjà quelques-unes qui nous sautent aux yeux. Pour moi aussi, ce qui me gêne encore plus, c'est de voir qu'il y a des gens qui approuvent l'action d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement. Je renvoie à la vidéo de Vincent Lapierre qu'il a fait dans les rues de Paris tout récemment, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a quand même encore des gens qui approuvent l'action d'Emmanuel Macron sur sa capacité à contenir le virus. Enfin, bon, c'est quand même extraordinaire, quoi. Non, on est un peu en retard. Ah, le pire même, pour rajouter à ce que dit Alexandre, c'est que c'est pas il y a encore des gens. J'ai même l'impression, d'après ce que disent les médias, qu'il y aurait encore plus de gens qui approuveraient Emmanuel Macron dans cette période de Tu crise. fais référence au sondage. Oui, les fameux. Sondages qui sont faits sur 900 personnes quand même, hein, donc en termes de représentatifs, c'est pas énorme. 986 personnes. C'est un panel incroyable. Bon, on peut se poser la question, ils les ont pris où? Apparemment, en plus, c'est un sondage via Internet. Donc bon, on peut à peu près cliquer Ouais, ce mais qu'on il veut. faut un code d'accès, il le file qu'aux délégués des députés ou autres. Probable. Et alors du coup, donc incivilité dans les quartiers, bon ça on est habitué. Donc quelque part, moi, je sais pas vous, mais on n'est pas vraiment surpris. Est-ce qu'à un moment donné, en fait, on peut voir des émeutes apparaître? Parce que, je sais pas moi, une rupture de la chaîne alimentaire, des heurts avec la police, comment on traite tout ça là? Bah, c'est-à-dire que déjà, il aurait fallu traiter tout ça en amont pour assurer la sécurité alimentaire, etc., le cheminement, même de l'essence, etc. Mais bon, on sait que tout ça n'est pas fait, ou alors, enfin, que c'est pas fait, soit par volonté de ne pas le faire, soit par incompétence. Mais oui, ça peut mener à des émeutes. Hein, genre, dans l'histoire, encore une fois, et on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec le printemps arabe, etc. Bon, même s'il y avait évidemment autre chose derrière, mais il y avait aussi un problème d'augmentation des denrées alimentaires de première nécessité. Hein, mais après, on peut se poser la question d'où vient cette augmentation. Mais enfin, là encore, c'est autre chose. Mais la faim, évidemment, amène très très vite à l'animalité. La faim, la fatigue, le stress, tout ça, on l'a vu. Enfin, on a tous vu ces vidéos de gens qui attendent devant un Leclerc et qui du coup pètent un câble parce que le mec est à 40 cm d'être à 1 mètre. Donc, je veux dire, effectivement, là encore, c'est une autre preuve d'incivilité parce que si le mec n'a pas compris qu'il faut rester au moins à 1 mètre, voire un peu plus les uns des autres, c'est quand même terrible. Mais l'incivilité, enfin, tout ça, ça peut se déclencher très très vite. Encore une fois, hein, c'est voilà, le stress, la fatigue, la maladie qui se propage, l'insécurité alimentaire, l'insécurité aussi en termes de travail, hein, parce que d'un coup, bon, le gouvernement nous dit qu'il va payer pour une partie du chômage partiel, mais on va bien voir ce que ça va donner, hein, combien de temps ça va prendre, etc. Tout ça, ce sont des éléments cumulatifs. Ouais, c'est-à-dire que ce que l'on craint depuis plusieurs années, il serait une rupture de la chaîne alimentaire, un appauvrissement général et donc du coup un marasme qui s'installe, peut-être de manière durable, pourrait servir de déclencheur en fait finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, en plus avec toutes les failles de la quarantaine, toutes les failles du confinement qui nous font sauter aux yeux, toutes les failles de notre société, si on rajoute à ça tout le stress et tous les problèmes qui vont émerger bientôt, hein, parce que là, on en est encore qu'à la première semaine de confinement. Hein, genre, il est temps de se rappeler de ça. Ça peut nous sembler déjà important, mais on en est qu'à la première semaine. Visiblement, c'est censé durer au moins 40 jours. Donc, 5 à 6 semaines à peu près, quoi. Donc, c'est très long. C'est très, très long, quoi. Donc, il peut se passer énormément. Même si je crois que c'est pas pour tout de suite, malgré tout, le grand soulèvement dans un peu toutes les parties du pays. Mais je pense qu'il va se passer des choses durant cette quarantaine et qu'il faudra enquêter sur ces choses une fois que cette quarantaine sera terminée. Donc, Bah, il y a une volonté a priori, moi je vois passer, pas mal de gens qui interviennent en demandant des comptes. C'est-à-dire qu'on a quand même, globalement, une partie de la population qui veut demander des comptes, au gouvernement à l'issue de la crise et ça va pas se passer tout seul a priori. Alors comment le gouvernement va réagir selon vous par rapport à ça?
Quelle serait une hypothèse? Raphaël, peut-être? Soit il va nous sortir un discours comme quoi c'est la résistance au repli nationaliste qui a permis de lutter contre le virus et surtout qu'il faut être prêt à se soumettre aux directives liberticides de l'État pour la sécurité générale. Euh, non, je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait ressortir d'autre de ça de la part de l'État. Moi, ce que je me demande surtout, c'est est-ce que si cette crise s'enlise ou si une nouvelle crise de ce type-là se présente, est-ce que certains opposants, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, royalistes, républicains ou autres, n'y verraient pas l'opportunité de déstabiliser l'État dans ce moment-là? Mm. C'est-à-dire que l'État républicain a quand même un long passé à tuer ses citoyens. Est-ce que vous verriez, vous, un réel coup de force de la part de l'État français, c'est-à-dire l'armée dans la rue, etc. Ça vous paraît réaliste, ça? Bon, est-ce que l'État français en a besoin? Je pense qu'en plus qu'il y a quelque chose d'assez pseudo-démocratique et républicaine, c'est que plus la situation va mal, plus on se resserre autour du gouvernement, on essaye de faire le front avec le gouvernement, alors ce gouvernement si la situation va mal. Donc c'est quand même une récurrente politique hein, qu'on a vu genre, à travers l'histoire hein, de nombreuses fois. Genre discours du Premier ministre Chamberlain à la Chambre des communes au Royaume-Uni, où il expliquait qu'en fait il avait fait que des conneries pendant les 18 derniers mois, et finalement la Chambre des communes lui donnait sa confiance parce qu'il avait avoué ses échecs. Donc c'était quand même très particulier comme conception. Dans l'histoire, ça revient régulièrement, c'est-à-dire que plus la situation va mal, et plus, au lieu d'incriminer directement le gouvernement, on explique, du coup, ils doivent soutenir le gouvernement pour essayer de se sortir de cette situation. Ils pensent que c'est un geste noble. Donc, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de mettre l'armée dans la rue, d'assurer une sécurité forte, etc. Je pense qu'au contraire, son intérêt, c'est que petit à petit, la situation parte à volo et que il fasse l'union sacrée autour de lui, de gré ou de force, j'ai envie de dire. Et ça, c'est tu verrais un grand mea culpa du président Macron et de son état-major, et là... Ah non, je pense même pas, mais à coup pas. Pour le coup, je pense pas qu'ils auraient le truc de faire le coup de Chamberlain, comme on dit, en présentant leurs excuses. Non, je pense qu'ils vont nous dire nous sommes en guerre, donc il nous fait le coup à la Poincaré, à la. Comment il s'appelait l'autre aussi, avant la Première Guerre mondiale, j'ai oublié le président du Conseil. Bref, j'ai oublié son nom. Clémenceau, voilà, pardon. Ils vont nous faire le coup de l'union sacrée, c'est-à-dire la situation va mal, et quand la situation va mal, on ne critique pas ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur. Donc voilà, il l'a répété, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, il a essayé de nous faire le coup de la Première Guerre mondiale et du fait qu'on doit se serrer les coudes. Moi, je pense qu'au contraire, la situation va aller de mal en pire, mais il va pousser les gens à se réunir à lui, on va dire, et à la fin, quand tout sera terminé, quand il y aura des milliers de morts, que la gestion aura été catastrophique, la communication aura incriminé uniquement le peuple, alors que ceux qui doivent être les premiers à être incriminés, c'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui tiennent les piquets il y a encore 3 semaines que ce n'était rien. Dans ce cas-là, il aura réussi son coup. Il aura réussi son coup. D'accord, enfin, alors je suis en partie d'accord avec toi. C'est-à-dire que maintenant, c'est de notoriété publique, par exemple, que Buzyn savait des choses. Elle a larmoyé parce qu'elle a plus de travail, la pauvre. Elle est sortie du gouvernement, sachant que comment c'était son terme? Le tsunami arrivait. Ça va être difficile quand même de s'en tirer. Non, mais d'ailleurs, au passage, je me permets juste sur ça parce que c'est extraordinaire. Agnès Buzyn, quoi. Mais Agnès Buzyn, qu'on va finir par appeler Agnès Buzyn, sans vouloir faire de jeu de mots pourris, mais extraordinaire, cette femme, quand même, dans l'histoire. Je veux dire, cette femme qui nous expliquait il y a 3 semaines qu'il n'y avait aucun problème, nous explique maintenant qu'elle est sortie du gouvernement parce qu'elle savait que les problèmes allaient arriver et qu'on ne lui laissait pas la parole.
Non, mais à mort. Elle pleurait. Et qu'elle pleurait pour expliquer ça. Non, mais là, je suis désolé, mais là, il faut la mettre, j'allais dire, il faut la mettre sur la croix, mais non, ce sera un manque de respect à notre Seigneur. Non, il faut la rouer, il faut la rouer de coups, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Je veux dire qu'on laisse dire une chose pareille, mais c'est pour moi, très sincèrement, cette femme doit aller en prison et elle doit subir la vindicte populaire. C'est extraordinaire. Là, c'est extraordinaire de nous prendre à ce point pour des cons, quoi. Sachant en plus que son mari est à la source du fameux laboratoire P4 à Wuhan. Donc elle est quand même sacrément impliquée dans toute cette affaire. Sachant en plus que le 13 janvier, elle classe la chloroquine comme étant un produit vénéneux. Et là, on nous apprend dans un journal télévisé, là, je ne sais plus lequel, que les stocks de chloroquine auraient disparu de la pharmacie générale, des hôpitaux. Enfin, il y a quand même... Non, j'ai relu l'article, ça n'a pas disparu. C'est juste un problème de gestion de stock. Pour l'instant, c'est en stand-by parce qu'il y a eu des telles commandes de fait en chloroquine qu'ils ne savent pas comment le répartir, en fait. Alors Donc, pourquoi il a pas de annoncé que ça avait disparition. disparu des hôpitaux? Je ne sais pas si tu as vu cette intervention. Un médecin qui a parlé de ça, j'ai justement lu un des articles qui parlait de ça, il est revenu en partie sur ses propos dans le sens où il s'est mal exprimé, je sais pas quoi. Enfin, bon, Ouais, bon, pirouette habituelle. c'est la chienlit habituelle, quoi. Voilà. Maintenant, bon, après, vraisemblablement, la pharmacie a un peu de stock, mais pas forcément le stock nécessaire par rapport aux commandes qui ont été faites. D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette première partie. Est-ce que les uns et les autres, vous avez des choses à rajouter avant que nous passions à la deuxième partie? Faites attention à vous. Tout simplement, respectez les gestes barrières de prime abord, et puis bon courage à tous en ces temps un peu troublés de notre pays. Merci à toi, Touquet, pour ton intervention. Et nous vous retrouvons après une courte pause pour la deuxième partie de notre émission. Ô vous princes des anges, la milice céleste, Saint-Michel l'archange, défendez-nous dans les combats. Saint-Michel l'archange, gardez nos âmes du Seigneur. Et bonsoir à tous pour cette deuxième partie de Résistance royaliste. Alors j'accueille ce soir mes chroniqueurs, donc Fidèle, qui est un vieux membre, un vénérable au Cercle Richelieu. Bonsoir, merci. J'ai envie de dire, j'ai un autre vénérable, puisque son surnom c'est Papy, vous allez comprendre tout de suite. Bonsoir Papy. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Et merci de m'avoir invité. Pas de souci. Alors, Fidèle, on va commencer par toi, puisque Papy, derrière, va nous donner quelques petits conseils pour lutter contre la quarantaine. L'heure, je pense, est aux questions structurantes, puisqu'on a le temps de réfléchir avec cette affaire de coronavirus. Et donc, je voulais apporter une réponse à la question: que reprochons-nous à la Révolution? Alors bien évidemment, ce ne sera pas exhaustif, et on va aller sur le plan des idées plutôt que sur le plan matériel. Donc ça va entrer dans une démonstration en deux parties. Premièrement, qu'est-ce que la Révolution, qu'on sache de quoi on parle. Et deuxièmement, en quoi elle est antisociale. C'est l'axe de reproche. Et donc, je vais faire au plus court. Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Super, merci. Alors, la Révolution, dans son principe, est essentiellement anthropolatrique, c'est-à-dire qu'elle déifie l'homme et substitue en toute chose sa souveraineté à celle de Dieu. Monseigneur Gaume, prêtant à la Révolution sa plume, écrit: « Je suis la haine de tout ordre que l'homme n'a pas établi, et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme sans souci des droits de Dieu. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme, au lieu de la volonté de Dieu. Je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place, l'homme devenant à lui-même sa fin. Voilà pourquoi je m'appelle Révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. » Alors c'est ce que nous allons démontrer en comparant les lois éternelles contenues dans le décalogue reçu de Dieu même au mont Sinaï, d'avec les immortels principes, entre guillemets, de 1789, contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée par des députés
de l'Assemblée nationale constituante qui se targuait, selon les mots de Bailly, d'être la nation assemblée, laquelle ne peut recevoir d'ordre. Alors le Seigneur commande, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. La DDHC déclare, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême. La DDHC déclare, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La DDHC déclare, la loi est l'expression de la volonté générale. Que font la volonté de Dieu dans ces 2 derniers articles? La DDHC déclare, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Elle déclare encore, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Et nous pouvons nous arrêter là, que la démonstration est faite. La DDHC est un manifeste de révolte de la créature contre le Créateur. Les rois des nations avaient reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et prêtre par l'offrande de l'encens, comme roi par l'offrande de l'or, comme homme par l'offrande de la myrrhe. La Révolution a voulu le découronner. Dans cette perspective, elle n'est qu'une manifestation éclatante de l'esprit de révolte satanique qui s'est emparé de l'humanité depuis la chute. Un écho du non serviam. Monseigneur de Lassus écrit à ce propos, il y a des raisons de croire que cette révolte contre Dieu n'a pu avoir lieu même dans l'ardeur du grand combat entre Lucifer et l'archange Saint-Michel. Il faut l'esprit borné de l'homme pour s'élever contre l'infini. Il y faut aussi la corruption et l'extrême bassesse du cœur. Donc nous avons catégorisé la révolution, et dans un cadre de sciences politiques, on va voir en quoi elle est antisociale. Maintenant qu'il est établi que la société révolutionnaire, elle entend déifier le genre humain, nous allons démontrer son caractère chimérique, le caractère chimérique de cette apothéose. Aristote explique que tout État est évidemment une association, et que toute association se forme en vue de quelque bien, puisque les hommes, quels qu'ils soient, ne font jamais rien qu'en vue de ce qui leur paraît bon. En d'autres termes, une société se compose d'un ensemble de personnes, lesquelles s'organisent de façon à poursuivre un bien. En l'occurrence, le bien que poursuit l'État est le bien commun, c'est-à-dire l'élévation spirituelle et morale de la collectivité, laquelle tend à amener les âmes au ciel, et la sécurité matérielle. Ces 2 biens, dans l'ordre l'élévation de la sûreté du corps, sont évidemment des plus désirables. Cependant, la société révolutionnaire se déclare neutre du point de vue des intérêts spirituels de ses membres, laissant à chacun le soin de juger de la vérité. Et les conséquences sont là et sont terribles. Monseigneur Pi dresse le constat suivant. Il n'y a plus de moralité publique, plus de justice. Ces résultats vous étonnent, il était facile de les prévoir. Est-ce qu'un sage du paganisme n'a pas dit qu'on bâtirait plus aisément une ville en l'air qu'une société sans Dieu? Est-ce que l'orateur romain n'a pas dit qu'avec le respect de la divinité disparaît la bonne foi, la sûreté du commerce et la plus excellente de toutes les vertus qui est la justice? Est-ce que l'Esprit Saint n'a pas déclaré dans un langage plus énergique que partout où règnent les impies, les hommes n'ont à espérer que des ruines? Reignantibus impis ruina hominum. Alors en d'autres termes, que surgissent des méchants, plus personne. Et le cardinal dit encore, vous ajoutez tout s'en va, tout dépérit, cela vous étonne encore. Il eût été facile de le prévoir, car la législation qui fait profession de neutralité et d'abstention concernant l'existence de Dieu, sur quel fondement établira-t-elle sa propre autorité? En me permettant de ne pas reconnaître Dieu, ne m'autorise-t-elle pas à la méconnaître elle-même? Si nous n'avons pas voulu, dites-vous, mettre le dogme dans la loi, eh bien moi je vous réponds, si le dogme de l'existence de Dieu ne se trouve plus dans la loi, la raison de la loi ne se trouve plus dans la loi elle-même. La loi n'est qu'en un mot, une chimère, et la liste des affreux châtiments est encore longue. Alors Monseigneur Pi dresse la dite liste dans son ouvrage La royauté, dans le Théotime de Saint-Just dresse pour Monseigneur Pi la liste de ses calamités dans La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ expliquée par le cardinal Pi. Donc j'en fais une liste très rapide. La perte de la foi, la défiance vis-à-vis du clergé, l'enseignement irreligieux et immoral. Pour la société, le sensualisme égoïste, l'orgueil effréné, et pour le pouvoir en lui-même, la tyrannie, l'instabilité, et surtout, et ça c'est très actuel, la nullité des hommes et spécialement l'inconséquence des politiques. Ainsi, et malgré leurs vains efforts pour se hausser et se grandir, nous dit l'évêque de Poitiers, les hommes continuent à descendre, et chacun des sauveurs qui apparaît à l'horizon ne tarde pas à tomber au-dessous de celui qui l'a précédé. C'est comme une compétition et une rivalité d'impuissance. Et donc, colonel, tu avais raison de me qualifier de vénérable tout à l'heure, puisque la conclusion sera maçonnique. En effet, les propos de Monseigneur Pi sont des propos d'un homme du XIXe siècle, qui continuent de se réaliser. Et ils continueront de se réaliser jusqu'au moment où les erreurs modernes amèneront la société dans un chaos tel que les hommes, parvenus à un degré de misère et de vice tel qu'ils en seront méconnaissables, penseront voir leur salut dans l'illumination satanique que leur proposeront ceux-là même qui, depuis longtemps, mènent dans le secret la barque de la Révolution. La Grande Loge de France ne déclare-t-elle pas
à la gloire du grand architecte de l'univers, grande loge de France, franc-maçon de rite écossais ancien et accepté, Ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre surgit du chaos, liberté, égalité, fraternité. Excellente chronique, Fidèle. Merci bien. D'ailleurs, ça me fait penser à une info que j'ai vue passer juste hier. C'est l'abbé Guy Pagès qui a reçu un avis préalable de mise en examen pour injure publique en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Il avait tweeté la chose suivante: les catholiques ne doivent pas soutenir ni assister aux événements du mois de la fierté des LGBT. Ils promeuvent une culture et encouragent des activités contraires à la foi et à la morale. Ils sont particulièrement nocifs pour les enfants. Et l'abbé Guy Pagès de rétorquer: ce propos ne contient aucune injure formelle. Étant prêtre, je fais mon devoir de garder les catholiques d'activités contraires à la foi et à la morale. Il suffit de regarder des photographies que je tiens à votre disposition pour se rendre compte que subissent des enfants témoins de certaines scènes lors de ces exhibitions de nudité et d'attitudes que d'aucuns pourraient poursuivre en justice pour outrage aux bonnes mœurs et incitation à la débauche. Donc on est bien dans ton sujet, je trouve. Monsieur Labériou aussi avait subi ce genre de difficultés Tout à fait. pour une vidéo qu'on peut trouver sur internet où il traite des LGBT, Le message aux LGBT. aux membres du triangle rose. Ouais, avec sa fameuse démonstration de la prise. On vous invite à la regarder, hein. Raphaël, tu veux réagir? Alors, j'aimerais réagir, mais pas en parole, hein. J'aimerais qu'on réagisse tous face à cette situation, malheureusement, face à Ouais. cette révolution qui ne s'arrête jamais. Je le dis un peu avec de l'humour, mais je le pense sincèrement. J'ai rien à ajouter vraiment du point de vue intellectuel. Je suis tout à fait d'accord avec ce triste constat, hélas, sur les risques que ça nous promet dans l'avenir. Et oui, comme je le dis, je le répète, j'aimerais réagir. J'aimerais que nous réagissions tous face à cela. Oui, la seule réaction saine étant de retrouver le chemin des églises. Tout à fait. Mais pas que. Mais pas que. Encore faut-il bien se comporter. Oui. Ça, c'est la seule réaction saine dont on peut parler en public. Voilà, absolument. On va pas s'exposer pour ce deuxième numéro de la Résistance. On va pas s'exposer au châtiment de la République tout de suite. Je voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que Fidèle nous a dit. C'est qu'à un moment donné, en fait, nous sommes bien la résistance. C'est-à-dire que nous avons en face de nous un monstre, et c'est la raison pour laquelle avec l'équipe de résistance royaliste, nous tenions à vous donner le discours du chevalier de Charette. Je pense que tout cela est bien à propos. Fidèle, tu voudrais rajouter quelque chose? En l'occurrence, quand j'avais commencé à travailler, je savais pas que ça a duré 5 minutes, donc c'est pourquoi j'ai fait en 2 parts. Mais de base, j'avais prévu d'amener une tierce chose qui était, on a fait le constat que, la révolution, c'est antisocial, donc comment c'est possible qu'elle triomphe depuis 2 siècles? Et quand ça se fait que nous, on n'a pas de moyens d'action, qu'on échoue à chaque fois, et à la limite, si ça t'intéresse, je pourrais faire ça dans une tierce chronique, mais en tout cas, la conclusion finale, ça aurait été ça, c'est la Ouais. radicalité. En fait, c'est parce que nous, on est tout le temps dans la compromission, dans la demi-mesure. Alors que les gens d'en face, ils ont beau avoir tort, ils sont à 100% dans leur erreur. Du coup, ils poursuivent leur but implacablement, alors que nous, on tergiverse. C'est pas faux. Soyons radicaux. Alors une saine radicalité, il s'agit pas, d'insulter, tous les LGBT, non. après vous en pensez ce que vous voulez. Mais par contre, la condamnation dans l'ordre des idées et dans l'ordre de la pratique, ce sera encore mieux. Elle doit être claire et sans compromission, c'est oui ou non. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'ose espérer que nos auditeurs le seront. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. Raphaël, tu voulais nous parler de quoi, toi?
Alors moi, je voulais partir sur une note beaucoup plus positive, hein. Justement, c'est-à-dire que là, on évoquait plutôt notre défaite. J'aimerais vous parler d'une de nos victoires, dont c'est Ah, l'anniversaire aujourd'hui. oui. Donc je nous ramène 6 siècles plus tôt, le 22 mars 1421. On est en pleine guerre de 100 ans. Et au moment où... alors je remets le contexte historique. Ouais. On est au moment où les Anglais ont pris, avec la complicité des Bourguignons et, soulignons-le, du Parlement, qui s'est toujours illustré par Sa traîtrise. sa grande loyauté nationale. Donc avec, avec la complicité du Parlement, le roi d'Angleterre, Henri V, est également devenu roi de France, enfin, euh, parlementairement devenu roi de France, parce qu'il n'a pas été sacré. Ouais. Euh, et donc, on est dans ce moment où le dauphin, Charles VII, est reclus dans les terres du Sud. Et donc, la situation est passablement plutôt mauvaise pour le camp du Royaume de France, légitime. Et à ce moment-là, donc on est avant l'intervention de Jeanne d'Arc, Charles VII tente une contre-attaque qui va se porter favorable. En fait, il est attaqué par le duc de Clarence, qui est frère du roi d'Angleterre et qui avait laissé à la tête de la France anglaise, et qui méprisait un petit peu, on va dire, son ennemi, qui pensait qu'il allait les prendre par surprise, bien qu'ils étaient supérieurs en nombre. Et donc, il a chargé de façon assez désordonnée, et finalement, lui-même a perdu la vie dans la bataille, et ses troupes ont été capturées ou massacrées, en grande partie. Donc c'est une victoire, mais ce qui est intéressant dans cette victoire, dans un temps compliqué, outre que ça peut nous redonner espoir, ce qui est très intéressant, c'est elle a été marquée par la présence de nombreuses troupes écossaises qui étaient venues en renfort en fait à la France à ce moment-là. Plusieurs milliers d'Écossais avaient été venus aider la France dans ce moment particulièrement difficile. Donc ça fait référence à un événement assez cher à la plupart des royalistes français, qui est la Old Alliance, l'alliance entre les Écossais et les Français. Souvent, on a eu des interventions françaises en fait pour aider les Écossais face à l'Angleterre, mais les interventions écossaises pour aider la France sont assez peu connues, et dans le cas de cette bataille, elle a été assez décisive. Donc ça nous laisse la perspective de nous dire, finalement, est-ce que la restauration française euh, euh, de l'intérieur, ou est-ce qu'on aurait à espérer d'éventuelles aides étrangères, euh, une aide, ne serait-ce qu'une, et selon vous, de qui pourrait venir cette aide si elle doit avoir lieu? Alors les Écossais, alors merci pour ton intervention, Raphaël. Les Écossais nous ont également aidés à Fontenoy. Alors, excuse-moi juste, colonel, j'ai manqué à mon devoir, j'ai pas précisé le nom de cette bataille. Voilà, C'était la c'est ce que bataille, j'allais te demander. c'était la bataille de Baugé. Donc, on est dans l'Anjou. Voilà, on est dans l'Anjou, qui est dans l'actuelle région des Pays de la Loire. Mmh. Alors, comme je le disais, les Écossais nous ont aidés également à Fontenoy, puisque nous avions des régiments écossais au nom de la Old Alliance. Et quel est l'état actuel de l'Écosse? Est-ce que l'Écosse serait à même... est-ce qu'il y a encore des Écossais conscients de ce qu'était la Old Alliance? Moi, j'y suis allé récemment en Écosse. Certains le sont. Mais il faut quand même constater que les Écossais sont devenus un peu anglais quand même. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres peuples? Parce que bon, l'Old Alliance c'était dans un certain contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Écossais, on l'a vu lors du vote, même s'il y a une très forte proportion de gens qui sont pour l'indépendance, il y en a quand même une très très forte aussi, la Ouais, majorité d'ailleurs, qui était ouais. favorable au maintien dans l'Angleterre. Donc effectivement, la population a changé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus sur le modèle, je dirais, vous savez, lorsqu'il y a eu par exemple la guerre d'Espagne, vous avez des volontaires qui sont allés intervenir à titre Ouais. non semi-officiel, mais en fait c'était des volontaires de pays. Est-ce qu'on n'aurait pas plus à attendre ce type d'événement, des fois d'une certaine manière des volontaires de différents pays, conservateurs, actionnaires, royalistes de leur État, qui viendraient nous aider? Mmh. Alors, sur le cercle, on reçoit parfois des royalistes québécois Ah, chaque ça va. année. Alors peut-être aurions-nous un soutien d'outre-Atlantique, ça serait un sacré pied de nez à l'histoire, je trouve. Et d'ailleurs, si certains d'entre eux nous écoutent,
On serait très heureux de les voir un peu plus souvent et même, peut-être dans le cadre de l'émission, Résistance royaliste. Fidèle, qu'est-ce que tu vois toi là-dedans? Si on mélange, son propos et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un espèce de grand combat entre le bien, la vérité d'un côté et le mal, le mensonge, la mollesse, la faiblesse de l'autre, c'est évident que, il y a pas qu'en France qu'il y a des gens qui défendent, la vérité, la chrétienté ou ne serait-ce que la tradition de leur pays et donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une grande «convergence des luttes» entre guillemets, entre, les bons et les méchants. Ouais. Et les Papy, Québécois sont pas des étrangers, sont ah des non, Français, non, j'ai pas dit ça, des provinciaux. j'ai pas dit ça. Loin de moi, cette idée. Heu, peut-être, papy, avant d'intervenir pour ta chronique, tu voudrais rajouter quelque chose, sur la question que nous a posée Raphaël? Du côté du haggis, je ne sais pas si on trouvera grand-chose de nos jours, mais éventuellement du côté de la poutine québécoise ou du borsch russe, Ah voilà. toi tu verrais peut-être les Russes venir Bah, nous disons que assister? géopolitiquement, ils ont des ça je vais pas dire qu'ils le feraient de comment dire? Qu'ils le feraient par amour inconsidéré de notre France royale, mais que géopolitiquement, ils ont tout intérêt à le faire, en tout cas dans la temporalité qui les concerne. D'accord, bon. Alors je m'attends à des réactions de l'audience, sur la Russie parce que, on sait qu'une partie de, des gens qui partagent nos idées ou qui en sont proches, ont parfois une quasi-vénération, de monsieur Poutine. Mais bon, j'attends vos réactions. Alors papy, merci pour ta transition puisque tu nous as parlé de nourriture dans ton propos. Je pense que c'était voulu. Oui. Alors nous sommes en quarantaine et toi tu nous proposes, de donner quelques conseils pour, agrémenter de manière simple cette quarantaine. Alors, d'abord, un rappel, je me dois de rappeler à notre auditoire, à notre audience qu'en dépit du confinement, de la quarantaine, qu'on nous impose, les petites et moyennes surfaces ainsi que les petits commerces de bouche, sont ouverts. Donc, globalement, on peut trouver, tout ce qu'on veut, dans la mesure où on n'achète pas, par, tonnes entières, des palettes, dans les grandes surfaces ou qu'on vient pas dévaliser, son boucher ou son primeur. Ceci étant dit, alors, j'ai un peu réfléchi, j'ai trouvé quelques astuces, pour se restaurer, on va dire en temps de rupture de normalité puisque c'est le cas que nous vivons et tout d'abord, un aliment en fait, qui souvent revient, au devant de la scène, lors de ces périodes, c'est le riz, un aliment qui se conserve très bien, que l'on peut cuire, de diverses manières. Alors moi, j'ai une façon à moi, plus ou moins de le cuire, c'est de le cuire, à la pilaf, c'est-à-dire avec, roussir sur un peu de matière grasse, puis rajouter, 2 parts d'eau pour une part de riz et agrémenter soit de d'haricots verts qu'on aura découpés un petit peu plus fins, enfin dans la longueur ou de petits pois, ça permet d'avoir du riz et un peu de légumes, donc du légume vert. Alors pourquoi les haricots verts ou le petit pois? Il se trouve que c'est aussi ce qu'on trouve le plus souvent en conserve. Alors privilégiez le frais de si possible, mais bon, la conserve fera l'affaire. Une autre astuce aussi, pour ce qui est des œufs notamment, c'est-à-dire faire cuire des œufs pour qu'ils deviennent durs, parce que l'œuf dur, se conserve plus longtemps que, l'œuf, en tant que tel et ça va très bien avec de la salade ou agrémenté d'une petite mayonnaise maison. Ça fait toujours l'affaire. Une dernière petite astuce, alors là qui serait, un peu plus, liée à des temps de situation tendus. Privilégier, des tisanes de camomille ou de verveine avant de s'endormir car, ça a un effet relaxant et antispasmodique donc qui empêche ou plutôt qui prévient les spasmes musculaires et permet de mieux dormir, par la suite. Voilà, voilà, quoi d'autre? Rien de plus. Merci, merci Castel. On Raphaël, notera oui? quand même que, on notera quand même que la soupe de chauve-souris n'était pas au menu. Non, effectivement. Bon, ça Alors, bon, je me connais assez mal, je connais assez mal. Je ne suis pas spécialement un grand, on va dire amateur de cuisine exotique.
D'accord. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est, notamment j'ai noté là sur les tisanes. Il est vrai que la quarantaine aidant, certaines personnes pourraient voir leur vie un peu, être chamboulée et notamment manquer de sommeil. Et ce n'est pas parce que vous êtes confinés, mis en quarantaine chez vous, qu'il faut oublier, un rythme, oublier d'avoir un rythme normal et avec des durées de sommeil normales. Heu, il faut bien comprendre que dans ces situations exceptionnelles, il faut savoir garder sa tête et quelqu'un qui manque de sommeil, n'a pas toute sa raison. Fidèle, comment ça se passe pour toi la quarantaine? Oh là, c'est la Chez un jeune cata. étudiant? Hem, Disons que j'ai vu passer pas mal de mèmes, de gens qui découvraient que leur style de vie habituel, c'était le style de vie quarantaine. Alors j'en Ouais, suis pas à ce point-là, mais j'ai en tout cas psychologiquement, ça me fait aucun effet, c'est juste des vacances, quoi. Donc et c'est comme ça pour tout le monde. Si tu veux, il y a personne qui travaille, les profs, il leur faut une semaine pour se mettre au courant, pour savoir quand est-ce qu'on lance les cours. Donc on est encore plus à l'arrêt que le commerce. ouais et c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le fameux no life, harnaché à son PC, pour lui la quarantaine, c'est la normalité finalement. Je sais pas parce qu'ils ont quand même une sacrée tendance à j'ai redécouvert Twitter après, 5 ou 6 ans d'absence là dernièrement pour voir un peu, me tenir au Ouais. courant de ce qui passe pas dans les médias et Mmh. c'est vrai qu'ils sont devenus hystériques. Ils sont alors rien ne change dans leur style de vie mais pendant mes 6 ans d'absence, ils se sont féminisés à un point qui est pas possible, quoi. D'accord. Oui, bon ça, c'est pas très, très surprenant non plus. Hem, Papy, toi, t'as vu circuler des choses particulières par rapport, à cette hygiène de vie ou cette vie qui est chamboulée par la quarantaine? Alors, bon, un contexte, c'est que, je vis quand même dans un endroit en région parisienne que je considère comme un des plus préservés et un de ceux qui sera, préservé en priorité si vraiment, on va dire que, les situations, dégénèrent un peu plus. On n'en est Mmh. pas là, on en est très loin, hein, faut raison garder comme tu l'as dit. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait, alors, quand je vais, à ma moyenne surface ou quand je vais, à mes petits commerces, en fait, je remarque pas grand-chose. Les gens ont l'air assez disciplinés. De ce point de vue-là, c'est assez on va dire que c'est plutôt, bienvenu. Mais par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a aussi une insouciance parce que, les gens sortent de la rue dans la rue, enfin, il y a moins de monde dans la rue évidemment, mais ceux qui sortent dans la rue le font en fait comme si de rien n'était. Alors, bonne chose, mauvaise chose, je ne saurais dire, mais j'y vois une sorte d'insouciance. C'est sortir dans la rue, savoir raison garder, mais rester vigilant. Alors, il y a eu depuis mardi 1 738 907 contrôles réalisés par les forces de l'ordre en France, ce qui a donné lieu à 91 824 infractions pour non-respect du confinement, dont 22 574 ce dimanche. C'est-à-dire que les gens sont sortis le dimanche. Est-ce de l'hygiène de vie? Est-ce un acte de rébellion? Est-ce que c'est un déni face à un danger et en fait, ils veulent garder leur normalité pour ne pas devenir dingues? Fidèle, tu voulais dire quelque chose? À ce niveau-là, je suis au courant de rien du tout. Chez moi, tout le monde respecte le confinement. Je suis dans un village, qui est, assez grand pour un village, mais assez petit pour une ville, on va dire et il y a pas de Ouais. chance, donc aucun problème à ce niveau-là. Non, moi non plus, j'ai pas de chance autour de moi, donc effectivement, il y a pas de problème. Papy, tu voulais dire quelque chose? Oui, bah, en fait, je pense que c'est plus du déni, parce que, ça c'est pour moi, c'est un procédé psychologique, qui est que je trouve, enfin, j'irais pas dire normal, mais logique, D'accord. puisque, justement, étant donné que c'est des gens qui ne sont plus habitués à de la rupture de la normalité comme pouvaient l'être nos anciens et ben, en fait, ils comme ils voient leurs voisins sortir et cetera, bah, en fait, ils se disent: «Bon, bah, en fait, il se passe rien, c'est juste des Pourquoi pas niaiseries moi? que» voilà, exactement. D'accord.
Merci Castellan. Nous allons passer à la troisième partie de Résistance Alors, royaliste. je voulais juste dire, excusez-moi de enfin, vous couper, mon colonel, mais oui, une petite intervention sur le coronavirus de là où je suis, par-delà les océans, comme vous dites. oui, Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc je réside actuellement en République dominicaine. Il n'y a pas énormément de cas de coronavirus. Il y en a un, je crois qu'il y en a une trentaine dans le pays. On est sur un pays d'à peu près 10 millions d'habitants, une dizaine de millions ouais, d'habitants. Il y a le confinement qui a été, entre guillemets, décrété par le gouvernement, mais qui n'existe quasiment pas, en fait, ce confinement. Et par contre, autant les gens ont je dirais un rapport, comme je l'avais dit dans la dernière émission, assez particulier au concept de microbes, de contamination. ouais. Bon, on se soucie pas vraiment de l'hygiène, on va dire, à ce niveau-là. Autant, par contre, il y a une confiance dans le spirituel pour guérir, pour protéger le pays de la maladie, qui est assez incroyable. On voit énormément de messages chrétiens circuler, et quand on discute avec la population, on sent vraiment ils ont vraiment cette intime conviction que leur pays est protégé par leur foi chrétienne, qu'ils revendiquent souvent le fait d'être l'unique pays du monde à avoir la Bible sur leur drapeau, et, ils rappellent souvent que leur devise nationale, c'est Dieu, patrie, liberté. Et ils croient vraiment qu'en fait, cet attachement du destin du pays va les préserver de cette épreuve. Beaucoup de prières collectives, enfin, la place du religieux est assez impressionnante, et c'est beau à voir. J'ai presque envie de dire, même c'est rassurant de voir cette mobilisation du divin pour faire face à cette épidémie. Alors le salut viendra peut-être des insulaires alors. Ah, Donc, je vous remercie tous les 3 pour vos chroniques. J'espère que nos auditeurs auront apprécié. Je le répète une fois de plus, envoyez-nous vos questions, votre avis nous importe. C'est la raison pour laquelle nous allons passer à la troisième partie de Résistance royaliste, où nous allons répondre à des questions. Alors, nous en avons sélectionné quelques-unes. Nous ne pouvons pas toutes les lire, bien évidemment, sinon l'émission durerait bien plus longtemps. Et la première question qui nous est posée et à laquelle il va nous falloir répondre, elle est posée par un pseudo qui s'appelle Foi et Raison. Et il dit « Le grand remplacement est un fait. 15 millions d'immigrés au minimum, c'est l'équivalent de la population entière d'un pays. Quelle serait la position d'une monarchie moderne? Quelle différence entre un point de vue républicain nationaliste ?» Messieurs, c'est à vous. Nous ne mettons pas en avant une monarchie moderne, nous mettons plutôt en avant une royauté traditionnelle. Donc de ce point de vue-là, il y a une nuance à apporter. Raphaël, est-ce que tu veux t'étendre sur la question? bon, c'est très délicat comme question. Tout à fait. Je pense déjà quand il avait parlé de monarchie moderne, il voulait simplement dire dans l'optique d'une restauration, c'est-à-dire une royauté qui aurait affaire aux problématiques modernes. Ouais. Je pense que le problème du grand remplacement, en fait, pour moi, il dépasse le problème de l'immigration. C'est-à-dire que, selon moi, nous-mêmes, nous avons été grand remplacés par les Français républicains, par la République. Nous avons été grand remplacés dans notre propre pays, et c'est parce que nous avons été grand remplacés par ces gens-là, ce qui est un peu masqué quand on parle de Français de souche, c'est parce que entre les Français de souche, en fait, il n'y a pas de même nation, il n'y a pas le même projet national, qu'il y a pu avoir cette immigration de masse. Parce que pour certains Français de souche, de par leur conception de la nation et leur projet collectif, effectivement, il n'y a pas de grand remplacement, puisque ces gens-là s'intègrent parfaitement dans leur projet à eux. Donc pour eux, il n'y a pas de grand remplacement, et parce que ces gens-là nous ont nous-mêmes grand remplacés, la situation actuelle est possible. Et donc, ce qui est assez délicat, selon moi, pour répondre à cette question, c'est que tant qu'on ne sait pas l'attitude qu'on va devoir adopter nous-mêmes face aux Français de souche qui ne partagent pas le même projet, qui ne s'accordent pas avec le projet national, ça va être compliqué de décider quelle position on va prendre face aux immigrés. Parce que tout ça est lié. Et je pense qu'on doit d'abord résoudre le premier problème avant de résoudre le second.
ce sera d'ailleurs pas possible, selon moi, de résoudre le second tant qu'on n'aura pas résolu ce premier problème. C'est-à-dire de savoir, finalement, de redélimiter les contours de la nation française au sein même de la population dite blanche. Oui, je vois ce que tu veux dire, Raphaël. Fidèle? Alors, moi, je pars du principe on subit une triple occupation. Je vais y aller de la plus récente à la plus ancienne. Alors, la récente, c'est celle des chances pour la France. Donc, comme la question le disait, moi, je dirais entre 10 et 20 millions pour être très large, et selon quel type de population on met dedans. Mais en gros, on se comprend. Seconde occupation, qui remonte à il y a 60 ans en arrière pour sa suprématie, c'est l'occupation des esprits. C'est le fait que les Français, même ethniques, ont un esprit qui n'est pas l'esprit français. Et troisième occupation, encore plus ancienne, c'est l'occupation républicaine. Pas que je sois un fada du coup d'État ou quoi, il est possible de baptiser la République, qui n'est après tout qu'un régime politique, pour en faire un régime chrétien, mais c'est pas ce que je soutiens pour des raisons de praticité évidentes. Et donc, on a ces trois problèmes-là, et va falloir les régler. Parce que la France, c'est l'épée et le bouclier de la Sainte Église. Donc on peut pas être avec des mahométans, des étrangers, et un régime maçonnique, c'est pas possible. Donc ça va prendre 20, 30, 60 ans, le problème, on va le régler. Même s'il faut attendre 80 ans pour faire une force armée et ensuite chasser 60 millions de Congolais, on le fera. Par contre, il y a des solutions beaucoup plus simples qu'on le pense. Récemment, il y a une bande de Congolais qui ont mis à sac, je crois c'est la gare du Nord ou la gare de l'Est, je sais plus, pour protester contre la situation qu'ils avaient, qui leur plaisait pas dans leur pays. Donc je sais pas trop les tenants et les aboutissants. Mais quand on en arrive à là, ça prouve bien qu'il y a un problème, mais c'est aussi une opportunité. À la limite, s'il y a des gens au Congo qui sont vraiment dans ce type de situation, eh ben nous, on peut très bien leur proposer un truc, c'est-à-dire qu'on envoie 40 000 personnes, on règle leurs problèmes, et ensuite ils nous filent un bout de leur... Donc on peut en trouver 40 000 des solutions comme ça, il suffit de se poser 5 minutes. Et s'il y a la volonté politique derrière, les trois problèmes que j'ai dit, on les réglera. Oui, effectivement, tu fais bien de le signaler, s'il y a la volonté politique. Mais comme Et le nous, disait on l'a. Oui, mais comme le disait Raphaël aussi, nous subissons l'occupation de la République, comme tu l'as souligné également, et la volonté n'est absolument pas de faire quoi que ce soit pour cela. Donc la question d'une restauration royale qui gérerait ce problème paraît évidente, puisque de toute façon, ce problème devrait être évacué avant toute chose. Je serais curieux de voir la tête des chances pour la France si on leur annonce que ce n'est plus un président, mais un roi, et que maintenant, en fait, la religion de la France est la religion catholique et non plus la religion de la franc-maçonnerie. Euh, ça risque de coincer, effectivement. Ah, Donc, quand ils vont apprendre, pardon, non, vas-y, Fidèle. quand leurs enfants ils vont apprendre à l'école publique que l'islam c'est une secte diabolique qui a été suscitée par le démon pour envoyer les âmes en enfer, ouais, ça il va se passer des trucs. Oui, Oui. effectivement. Raphaël? Selon moi, parce que les gens aiment beaucoup parler de ce sujet-là de façon très affective, mais pas en réfléchissant de façon pragmatique. Il faut quand même penser, fidèle au rappeler les chiffres, on parle de 20 millions de personnes dans les estimations les plus hautes. Si on est dans un projet de prise de pouvoir, selon le point de vue qu'on va adopter de façon, concernant ces personnes-là, on va en faire des ennemis potentiels, des troupes potentielles contre nous, ou des neutres ou des alliés. Donc il faut faire très attention parce que quand on parle quand même de 20 millions de personnes, on parle pas de rien. Et d'autre part, je sais pas, il faut aussi se méfier de la volonté de traiter ce problème de façon globale. C'est-à-dire que chaque communauté étrangère, selon moi, devrait être traitée devrait être traitée comme des cas à part. Parce par exemple, il y en a qui sont opposés clairement à la France, qui sont là pour profiter, pour voler. Il y en a qui sont prêts à faire n'importe quel travail pourvu qu'on les renvoie pas dans leur pays, qui sont prêts à faire tout ce qu'on leur demande. Donc, tous ces cas-là, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans. Toute la problématique de l'immigration, selon moi, on devrait bien se garder de vouloir la traiter comme un gros sac et de dire juste rémigration et l'écrire dessus. Oui, tu le soulignes justement, ce n'est pas... Alors bien sûr, on ne peut pas traiter un problème comme celui-ci en 5 minutes sur un question-réponse
en dessous une vidéo YouTube. C'est un sujet extrêmement sérieux. Et on aurait tort, en fait, de le traiter de manière infantile. Parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi, il n'existe pas que des ennemis. Et en faire globalement un groupe d'ennemis serait contre-productif. Cela dit, on parle toujours des mêmes. C'est-à-dire que, bien évidemment, les criminels qui peuplent les banlieues font les gros titres. Mais on ne vous parle jamais de monsieur et madame lambda qui, eux, subissent tout cela et quelque part n'en ont rien à cirer. Je suis même persuadé qu'une grande majorité de ces gens, que ce soit une république ou une royauté, ça ne changerait rien à leur vie. Donc effectivement, globalement, est-ce qu'on est d'accord pour dire que une royauté restaurée remettrait en place une identité propre qui serait celle du royaume de France et des sujets du roi de France, et on séparerait le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que ceux qui sont d'accord pour résider sur le royaume de France se plieraient aux règles du royaume de France, et ceux qui ne voudraient pas, on les laisse passer leur chemin. Mais ça serait effectivement assez curieux, j'y pensais Raphaël quand tu le disais, ça serait assez curieux de voir des chances pour la France s'allier à la République française pour la faire perdurer, parce que finalement, elle est le terreau fertile de leurs pratiques. Ah bah, Ça ne me surprendrait pas. c'est tout le. C'est-à-dire que la République va certainement jouer cette carte, d'ailleurs, en cas Oui. de forte tension avec les gens, avec les contre-révolutionnaires modernes. Ouais, elle la joue déjà avec l'électoralisme, le clientélisme électoral, etc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Papy, peut-être? Alors oui, à l'instar de ceux qui sont partis, parce qu'ils ont considéré que c'était plus sain, que l'air y était plus sain dans leur pays d'origine, plutôt qu'ici, actuellement. Je pense qu'une fois défini, comme disait Raphaël, donc qu'est-ce que le peuple français, qu'est-ce que le royaume de France et tout ça, qu'une fois, mis ça en place, alors je pense qu'on pourra diviser, on va dire, de manière, assez globale, sans trop se tromper, en fait, en 3 camps, ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y aura ceux qui effectivement verront, comment dire? Un avantage à rester dans le régime républicain et sous l'égide républicaine parce que, ça c'est ça qui les «nourrit» entre guillemets de nos jours. Il y a ceux qui rentreront, dans leur pays parce qu'ils se diront: «Ouh là, ça devient instable en France, on va peut-être voir ailleurs». Et il y a ceux qui resteront parce que, ils se sentent très bien ici et que, musulmans, chrétiens ou autre chose, à vrai dire, c'est pas ce qui les définit, ou en tout cas ils ne se définissent pas, comme tels. J'ai des exemples en ce qui me concerne dans le cercle de Paris, et ils ne se définissent pas comme tels. Et en fait, ces gens-là, le dernier tiers, en fait, sera potentiellement au mieux des gens neutres, et enfin au mieux des alliés et au pire des gens neutres. Voilà. Merci Castellan. Alors, si on a fait le tour de cette question, j'espère qu'on a répondu à ta question, foi et raison. On peut peut-être prendre, si la régie nous dit qu'on a encore le temps, on peut peut-être prendre une question de plus. D'accord. Alors, je ne vais pas donner le nom parce que c'est un nom, un prénom et un nom de famille. Alors, je me sens très très mal disposé pour le donner, mais en tout cas, la question est la suivante. Est-ce que Poutine pourra réellement, avec une référence à Dieu dans la Constitution, lutter contre les mœurs décadentes occidentales qui, de toute façon, pénètrent en Russie par le biais des livres, des films, des chansons américaines et européennes? Alors, messieurs, qui veut répondre à cette question en premier? Bah, si tu me le permets. Ah, je t'en prie. Eh bien, il est vrai que c'est une nouvelle qui est assez, surprenante, de la part de Poutine, de vouloir mettre, parce que c'est pas encore fait, il y a tout un processus qu'il doit suivre avant que ce soit effectif, mais de vouloir mettre, la référence, à Dieu, dans la constitution russe. Alors, c'est une bonne chose, en tout cas l'idée est bonne. Hem, Effectivement, la Russie, comme beaucoup d'autres pays, comme la Chine,
ou d'autres nations qu'on considérait comme étant des non-alignés de nos jours, par référence au troisième monde, enfin en tout cas aux non-alignés à l'époque de la guerre froide. Effectivement, ils subissent une invasion culturelle américaine que nous subissons depuis de nombreuses années. Et en fait, se pose la question non pas de à mon humble avis, non pas de savoir si la Russie va résister longtemps, mais en fait, c'est, est-ce que la Russie restera ce que Poutine en veut en être après Poutine? Parce qu'il n'est pas éternel. Moi, je pense que la question se poserait plus en ces termes. D'accord. Fidèle? Alors, ça paraît positif de prime abord. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comme quoi ce serait possible à la limite de baptiser une république. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux une république qui reconnaît la divinité de Jésus-Christ et qui agit en conséquence, plutôt qu'une monarchie à la Louis-Philippe. Certes. Mais le problème, c'est déjà quel Dieu, dans quelle mesure, contre quoi, subordonné et supérieur à quoi. Donc tout ça, c'est des dispositions qu'on va découvrir. Et d'autre part, j'oublie pas que même si c'est bien pour eux, parce que c'est une défense de leur tradition par rapport à un athéisme que je place tout en bas de l'échelle des valeurs, ça reste des orientaux. J'ai omis le schismatique par diplomatie, mais il m'intéresse pas plus que ça et je vois aucun salut dans la Russie alors qu'ils fassent leurs affaires et puis s'ils se portent bien, tant mieux. D'accord. Raphaël? Ouais, comme je l'avais dit la dernière fois quand on avait parlé de ça, selon moi, cette réforme constitutionnelle, c'est pas tant pour changer les mœurs du pays. Ça, je veux dire, faut pas vraiment. C'est très compliqué de lutter contre ça. Ça, c'est un combat spirituel presque d'ordre individuel. Donc, c'est pas des lois qui vont empêcher les gens de devenir euh, LGBT ou autre, même si ça peut enrayer le phénomène. Moi, je pense surtout que, comme disait, alors je sais plus qui est intervenu en premier, mais qui disait que Poutine prépare la Russie après lui. Moi, je crois que voilà, Poutine a bien compris qu'on était dans un monde de loi, que la Constitution, c'était le texte de loi suprême, hein, à part qu'on est dans l'Union européenne, et il a la chance de ne pas faire partie de cet ensemble. Bien évidemment. Et donc, il sait qu'en lançant ça, en mettant ce concept en place, il va défendre une légitimité du divin dans la Russie, qui pourra ensuite introduire progressivement d'autres petites réformes, réforme par réforme, qui pourront aboutir à quelque chose de plus en plus, euh, on va dire, conservateur, ou tendant de plus en plus vers un retour de la foi dans l'espace public, à condition évidemment que la population elle-même suive. C'est-à-dire que bien que les mœurs occidentales décadentes de l'Ouest euh, continuent d'entrer dans le pays, qu'elles demeurent clairement minoritaires. Mais Ouais. ça donne quand même une légitimité énorme à tous ceux qui voudront ensuite défendre justement cette Russie chrétienne. Et je fais juste un petit parallèle avec la conversation de tout à l'heure, en parlant des alliances, enfin, de la position qu'on donne aux chances pour la France, enfin aux immigrés, la position qu'on leur donne par rapport à l'attitude qu'on a vis-à-vis d'eux. Clairement, en Russie, Poutine a réussi à faire converger les musulmans, les bouddhistes et d'autres courants religieux en faveur de sa réforme. C'est-à-dire qu'il a réussi à liguer, si vous voulez, les religieux contre les partisans de la Russie athée et ouverte Matérialiste. à la décadence moderne. Ouais. Alors après, ouais, c'est vrai que ça peut bah, moi j'aime souvent parler de cette étanchéité culturelle que même la France avait à une époque. C'est-à-dire que pétri en fait de ces valeurs catholiques, le peuple ne se laisse pas prendre à ces pièges en fait. Mais du coup en fait la communauté va acquérir une forme d'étanchéité aux attaques adverses extérieures. Donc quelque part, on pourrait estimer que c'est plutôt positif pour Poutine, puisque les gens ayant cet état d'esprit ne se laisseraient pas attraper par les mirages du libéralisme. Euh, bon,
Si je peux ajouter un dernier truc, Oui, fidèle. ça me paraît un peu timide aussi malgré tout parce que, de l'expérience constitutionnelle française, on a bien vu, à l'époque de la République des ducs et même à l'époque de la charte, de Charles X, qu'au fond, le camp révolutionnaire, le camp, il en a rien à faire des normes et des textes légaux tant qu'ils vont pas dans son sens. Donc, C'est clair. c'est un truc qui est introduit, ça peut déboucher sur une vision, positive comme l'a souligné Raphaël, qui a souligné une possibilité qui est pas forcément ce qui va être suivi, mais ça me paraît assez timide et assez tardif et peut-être qu'il s'y prend trop tard. On voit toujours pas la tête du successeur de Poutine et c'est peut-être, même, une douille, qui va faire patienter, les bons et laisser les méchants agir. Je sais pas, c'est Ah oui, petit, je trouve. d'accord. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est- Bon, très bien. Pour, Bon, pour moi, pour moi, Oui, vas-y, pardon. Raphaël. Juste pour répondre à Fidèle sur deux choses. C'est évident que si on a un gouvernement qui est contraire, on va dire, à la tradition, et qui est contraire qui est ennemi de Dieu, c'est pas un point dans la Constitution qui va l'arrêter. Ça aura au moins le mérite, quand ils vont vouloir changer ça, de montrer qu'ils sont clairement, de montrer clairement leurs intentions. C'est-à-dire que ça va attirer l'attention sur le fait qu'ils changent la Constitution à ce niveau-là. Mais c'est surtout dans l'optique où ce seraient les successeurs de Poutine qui seraient au pouvoir, ça pourrait les aider énormément. Parce que, comme on le sait, souvent les attaques qui sont faites au gouvernement Poutine, c'est des attaques du type sa manière de gouverner ne respecte pas, entre guillemets, la démocratie. Et le fait d'avoir la Constitution pour lui, et pour ses successeurs, s'ils restent au pouvoir, ça pourrait être déterminant dans beaucoup de conflits de ce type-là, pour réfuter beaucoup d'accusations du type antidémocratique, anticonstitutionnel. Par exemple, quand je sais pas, moi, s'ils décident de faire parler de Dieu à l'école, de mentionner Dieu dans le programme scolaire, d'introduire la chose spirituelle dans l'éducation nationale, ou dans plein d'autres choses, hein, quand ça va être concernant le mariage, parce qu'on l'a vu, cette réforme constitutionnelle, apparemment, elle concerne aussi la question du mariage pour interdire définitivement le mariage homosexuel. Donc tout ça est lié. Mariage pour Encore une tous. fois. Oui, voilà. Euh, je préfère dire mariage homosexuel parce que tout le monde a déjà le droit de se marier. C'est l'argument de Poutine. Bon, eh bien, bien évidemment, nous ne sommes pas des devins et nous ne risquerions pas ces pratiques délétères. Donc on ne peut pas vraiment savoir, mais moi personnellement, je n'ai pas d'avis sur la Russie. Elle ne me concerne que très peu. La France et le Royaume de France sont déjà un très très gros problème pour nous. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour les questions. On essaiera d'en prendre peut-être un peu plus la prochaine fois, mais c'est vrai que c'était 2 grosses questions, donc on a essayé de prendre un petit peu le temps. Eh bien, nous sommes au bout de notre émission, de ce volet de Résistance Royaliste. J'espère que nos considérations, les sujets que nous avons traités et comment nous les avons traités vous ont intéressé, que ce sera un sujet de réflexion pour vous. Je vous demanderai bien sûr de mettre vos remarques, vos commentaires. Je remercie ceux qui l'ont fait précédemment en, en commentaire donc, de cette émission. N'oubliez surtout pas de nous partager, de mettre des likes. Je suis en train de faire mon YouTuber de bas étage, mais la résistance doit être connue si elle veut, si elle veut être une résistance. Donc partagez-nous, likez-nous, commentez-nous, posez-nous des questions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vive la France, vive le roi, soyez royalistes.